Bonjour à tous, bonjour Joël. Salut Fred. Alors, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube tennisbelge.be. Une vidéo un petit peu différente cette fois-ci, un format nouveau qu'on n'avait jamais utilisé. Bon, on se disait que c'était le bon moment de faire ce genre de format puisque l'actualité des joueurs belges est un petit peu au ralenti pour l'instant. C'est une vidéo pour vous donner un petit peu notre avis sur un débat qui secoue le monde du tennis pour l'instant. C'est la réforme de la Coupe Davis. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur parce que c'est vraiment une compétition qu'on aime beaucoup. Et donc voilà, on va vous donner un petit peu notre avis. Et tout d'abord commencer par un petit historique de la Coupe Davis, ça nous paraissait important de remettre les choses en contexte. De remettre les choses en contexte, voilà. Alors la Coupe Davis, c'est vraiment l'épreuve phare du tennis pendant toute son histoire, en tout cas certainement jusqu'au tennis professionnel, à l'avènement du tennis professionnel. Wimbledon et l'US Open ont été créés avant, mais c'est vraiment à partir de la création de la Coupe Davis en 1900 que le tennis est sorti de ce sport un peu aristocratique et vraiment limité surtout à l'Angleterre et aux États-Unis. Surtout après son internationalisation, quelques années plus tard, puisque au début, la Coupe Davis c'était un format qui se limitait à une rencontre USA-Grande-Bretagne, un peu comme la Ryder Cup en golf en fait. Dans les années 20, la Fédération internationale, devant le nombre croissant de pays qui voulaient y participer, la Fédération internationale a décidé de diviser en deux zones le tableau. La zone européenne se disputait au printemps et jusqu'au milieu du mois de juillet. La zone américaine, elle, se disputait durant l'été. Et ensuite, il y avait une finale entre les vainqueurs de deux zones. Et le vainqueur de cette finale rencontrait dans un Challenger Round le vainqueur de la Coupe Davis précédente, le tenant du titre. Donc ça se passait, ces deux rencontres, donc la finale interzonale et le Challenge Round, se disputaient toutes les deux au même endroit. Un endroit choisi par le tenant du titre justement, et donc chez lui. Le moment où ça se disputait dépendait vraiment du lieu où c'était, puisque quand c'était en Europe, ça se disputait fin juillet. Oui. Quand c'était aux États-Unis, ça se disputait plutôt en septembre. Et c'était en fin d'année, lorsque c'était en Australie, vraiment en toute fin d'année. Donc, comme à l'époque, les voyages en avion étaient beaucoup plus rares que maintenant. Les équipes se déplaçaient surtout en bateau, ce qui prenait beaucoup de temps. Et donc on imagine bien qu'on n'allait pas se déplacer juste pour faire une rencontre de Coupe Davis ou deux rencontres pour certains. Donc les joueurs en profitaient pour faire une tournée dans les pays qu'ils visitaient. Donc les tournois, les internationaux, notamment d'Allemagne, d'Italie, se sont beaucoup développés à cette époque-là grâce aux nombreux Américains, Australiens et tout ça qui venaient en Europe jouer la Coupe Davis. Et bien entendu les internationaux de France et de Grande-Bretagne, donc Roland Garros et Wimbledon également. De même, durant l'été, c'est la saison américaine qui s'est développée jusqu'à d'août à début septembre. Et puis en fin d'année et durant tout le mois de janvier, il y avait une saison australienne puisque la finale se déroulait parfois là-bas en Australie, fin décembre. Ouais, donc oui, on voit effectivement l'importance de la Coupe Davis sur le calendrier international qu'on connaît aujourd'hui. Et bon, 4 tournois se sont développés plus que les autres, les 4 grands chelems qu'on appelait comme ça à partir des années 30, tout simplement parce que ces 4 pays avaient la main mise sur la Coupe Davis jusque dans les années 70, ils se sont partagés tous les trophées. Voilà, donc on voulait vraiment faire ce petit rappel historique pour bien rappeler à ceux qui en douteraient l'importance de la Coupe Davis sur le circuit actuel. Et l'influence qu'elle a eue surtout sur le circuit qu'on connaît aujourd'hui. Le développement des tournois et le fait que les tournois qu'on connaît, Rome, Roland Garros, Wimbledon, tous les gros tournois, s'ils sont aussi riches, s'ils drainent autant d'argent aujourd'hui, ils le doivent quand même à la Coupe Davis. Et les joueurs, s'ils sont aussi riches aujourd'hui, il faut le rappeler aussi, c'est grâce au fait que le tennis s'est développé grâce à la Coupe Davis. On va maintenant énumérer les différentes suggestions qui ont été faites, notamment celle de David Hegarty, le nouveau président de l'ITF. Il est venu avec l'idée, principalement, que le lieu de la finale devrait être disputé dans un terrain neutre, décidé dès le début de l'année. Son argument, c'était que entre la demi-finale et la finale, il y a 2 mois et demi, c'est trop peu pour organiser un événement de cette taille-là.
Oui, ben moi j'ai de sérieux doutes sur la proposition parce que est-ce que le public local va se déplacer pour une rencontre où son équipe n'est pas forcément présente? Bon, c'est certain que si on a un match Grande-Bretagne-Espagne avec Murray, Nadal, les équipes au complet, et ça joue à New York, le grand public va aller parce que ce sont des têtes d'affiche, il va y avoir un tennis d'un niveau extraordinaire. Ok, mais d'un autre côté, aussi bien les Britanniques que les Espagnols ne seront à mon avis pas présents en grande masse pour soutenir leurs équipes. Simplement, le prix des places en finale, c'est déjà généralement assez exorbitant. Si on doit ajouter un vol transatlantique et 3 ou 4 nuits d'hôtel, je pense que ça devient hors de prix. Autre argument, imaginons même endroit, New York, une finale cette fois-ci, Belgique-France. Je ne suis pas sûr là, que les Américains vont répondre au rendez-vous. On va avoir très peu de Belges et de Français, alors que si cette rencontre se jouait, que ce soit en Belgique ou en France, il y aurait une ambiance du tonnerre et ce serait l'événement de l'année pour le monde sportif, même au-delà du football, etc., sauf peut-être année olympique ou année de Coupe du Monde, ce serait l'événement sportif de l'année pour les deux pays. La Fed Cup a utilisé ce format là pendant quelques années. Oui, le succès était mitigé. Elle l'a utilisé de ses débuts jusqu'en 1994 et puis encore une petite partie entre 1999 et 2004, avec des formats qui ont changé dans le temps, mais bon, le dernier match opposait en effet souvent deux équipes qui ne jouaient pas forcément chez elles. Et le succès du public n'était pas non plus forcément au rendez-vous. L'autre argument d'Aggerty pour cette formule, c'est d'amener le tennis vers des contrées où il n'a pas l'habitude d'aller habituellement. Oui, ça je dirais que c'est plus le boulot de l'ATP qui organise des tournois partout dans le monde et qui peut effectivement les organiser. On a pas mal développé le tennis en Asie avec des gros tournois, Shanghai, etc. Par contre, je ne pense pas que ce soit le rôle de l'ITF vraiment de développer ça. Et j'ai des doutes aussi sur les intentions d'Aggerty. Je ne pense pas que son but soit de développer la Coupe Davis et le tennis en Angola ou au Guatemala par exemple, mais plus dans des pays où les droits télévisés, etc. sont plus importants. Et évidemment, une finale comme celle de l'année passée entre l'Argentine et la Croatie, qui se disputerait à Abu Dhabi ou à Singapour, ça n'a pas vraiment d'intérêt sportif. Non, je ne suis pas sûr que ça aurait beaucoup de succès non plus pour le public. Bon, cette suggestion de Aggerty a été accueillie relativement froidement par les joueurs. Par contre, une autre suggestion qui revient assez fréquemment, c'est de jouer la compétition en un seul lieu durant 2 ou 3 semaines et même éventuellement pas tous les ans. Oui, ben là, pour le succès populaire, on en revient au même débat. En fait, que se passe-t-il si l'équipe locale est éliminée d'emblée? Les matchs suivants vont de nouveau manquer. Il va y avoir un manque d'engouement pour les matchs suivants. Donc là, je suis vraiment pas sûr que ça va changer quelque chose. Et puis, pour organiser un tel événement avec plusieurs équipes, que ce soit 8 ou 16, il va falloir un sérieux complexe avec plusieurs terrains capables d'accueillir une grande foule. Donc, on va très fort limiter le nombre de pays capables d'organiser ça. Et justement, comme on disait, ça sera possible de faire ça dans des complexes comme Dubaï, Shanghai ou je ne sais où, mais certainement pas dans les plus petits pays. En Belgique, par exemple, on n'aura jamais... C'est impossible. On a déjà du mal à créer un terrain avec une capacité suffisante. On l'a vu pour la finale, donc plusieurs terrains, c'est absolument impossible. Et au niveau du calendrier, ça posera problème aussi. Ah oui, tout à fait, puisque si on doit dégager 2 ou 3 semaines d'affilée dans le calendrier, ça veut dire déplacer d'autres tournois. On sait que déplacer un tournoi, ça ne peut parfois signifier sa mort. Donc je ne crois pas que l'ATP et la WTA, si on venait une même formule pour la Fed Cup, se laisseraient faire et organiseraient la mort de leur propre tournoi. L'autre possibilité de le faire tous les 2 ans, voire tous les 4 ans, c'est aussi tout de même assez... Là, je ne vois vraiment pas où va être le gain, parce que donc on va avoir des années avec des tournois qui auront lieu une année, et pas l'année suivante. C'est encore pire pour les organisateurs. Puis le tennis n'est pas le football, ou les Jeux Olympiques qui peuvent se permettre justement d'avoir un événement aussi important tous les 4 ans, et quand même drainer du monde. En tennis, je pense qu'un événement qui n'aura lieu que tous les 4 ans ne marchera pas. Donc il risque de disparaître, tout simplement. Une autre idée récurrente et qui sera sérieusement discutée par l'ITF au mois d'août, c'est de disputer les rencontres sur le format de la Fed Cup actuellement, c'est-à-dire en un week-end et avec des matchs en 2-7. Ça risque pas d'un petit peu dénaturer la compétition? Oui, effectivement. Je ne crois surtout pas que ce soit le fait de jouer des matchs
en 5 manches qui empêche les meilleurs joueurs de venir disputer la Coupe Davis. Cela dit, la formule utilisée en Fed Cup a un avantage, c'est vrai que les spectateurs sont certains d'avoir au moins un match en jeu le dimanche. Le désavantage, l'inconvénient, c'est que en Fed Cup, sauf si c'est 2-2, le double il est vraiment balancé. Au mieux, ça devient un match exhibition, au pire, il est complètement supprimé. Le double en Coupe Davis, on sait qu'il est crucial. C'est pour cette discipline, c'est sa seule planche de salut, parce qu'en dehors de ça, on a déjà estropié le double avec le Noad et avec le Super Tie-Break. On ne voit jamais de match de double quasiment. Le seul moment où on les voit, c'est en Coupe Davis. Si on leur met des matchs exhibition 3 fois sur 4, eh bien, la discipline elle va purement et simplement disparaître, à mon avis. Et le côté physique, évidemment, des 5-7 joue aussi beaucoup, et même sur l'intensité des rencontres. Oui, tout à fait. Moi, j'ai des souvenirs de matchs extraordinaires dans les années 80 avec McEnroe, Becker, McEnroe-Wilander, qui sont parmi les matchs les plus longs de l'histoire du tennis. Il n'y avait pas de tie-break non plus dans aucune manche à ce moment-là. Donc les matchs étaient vraiment très très disputés. Moi, j'en garde des souvenirs extraordinaires. Et il y avait une ambiance qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Il y a eu justement un très très long match, si mes souvenirs sont bons, entre l'Argentine et le Brésil, qui a fait, enfin c'était il y a 2 ans dans un match de barrage, et qui a fait justement qu'ils ont déjà supprimé, enfin pas supprimé, mais justement mis le tie-break au 5e set, ce qui est quand même une hérésie qu'on ne voyait jusque-là qu'à l'US Open. Oui. Là aussi, ça dénature la compétition et ce serait vraiment dommage d'aller plus loin encore à ce niveau-là. Et d'ailleurs, au premier tour ici, Steve Darcis en est sorti au tie-break et il y a une autre rencontre, je ne sais plus laquelle, mais une autre rencontre aussi du groupe mondial où il y a un match qui s'est terminé au tie-break du 5e set. Je trouve ça un peu dommage aussi. Même si on ne va pas se plaindre évidemment. Non, on ne va pas se plaindre pour Steve, ça a tourné à son avantage, mais mettons-nous à la place du joueur adverse, perdre après 4 heures de match ou 5 heures de match sur un tie-break, c'est très très... Alors, la vraie question du débat ici, c'est de savoir si la Coupe Davis est réellement en danger, s'il y a vraiment un problème. Parce que, oui, effectivement, les meilleurs joueurs ne la jouent pas toujours. Essentiellement, il faut reconnaître, c'est le premier tour qui pose vraiment toujours problème. Il y a parfois des défections dans les autres tours, mais c'est souvent pour des vraies blessures et des choses comme ça. C'est vraiment le premier tour chaque année qui est vraiment... où les meilleurs mondiaux font vraiment l'impasse. Alors, quelles sont les solutions pour qu'ils viennent faire un gros mondial à 8 par exemple? Pour moi, ça c'est la fausse bonne idée, c'est le prototype même de la fausse bonne idée parce que oui, peut-être que les meilleurs joueurs viendront jouer le premier tour tant que l'équipe est dans le groupe mondial, mais un groupe mondial à 8 évidemment c'est plus difficile de rester dedans. Et s'ils descendent dans 2e division, on l'a vu en Fed Cup, il y a pas mal d'équipes qui ne voient plus leur tête d'affiche jouer quand on est en division 2 parce qu'il n'y a plus beaucoup d'intérêt. Autre possibilité qui avait été évoquée, c'est que les 2 finalistes, parce que c'est vrai qu'entre la finale et le premier tour, il se passe à peine 2 mois et donc c'est difficile de remettre son titre en jeu directement 2 mois après, que les 2 finalistes soient exemptés du premier tour. Oui, ça pour moi c'est carrément du bricolage parce que risque-t-il de se passer? Les équipes, qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont d'office en quart de finale, donc elles ne risquent pas de descendre. Et les meilleurs joueurs vont peut-être simplement se dire mon absence a encore moins d'influence puisque de toute façon l'équipe ne descendra pas, donc je rejouerai l'an prochain. La solution, il n'y en a pas énormément, du coup il reste ajouter des points. Oui, l'ATP a tenté de mettre des points sur les rencontres de Coupe Davis. Ça n'a pas eu un grand succès. Maintenant, il faut reconnaître que les points que l'ATP mettait en jeu n'étaient quand même pas non plus extraordinaires. En gagnant les 8 simples qu'il pouvait jouer éventuellement un joueur qui va jusqu'au bout, son équipe va jusqu'au bout, il gagne tous ses simples, il a à peine plus qu'une victoire en ATP 500. Donc c'est pas ça qui va vraiment motiver les joueurs. Il reste l'argent, hein. C'est le nerf de la guerre. Oui, tout à fait. Je pense que malheureusement, il n'y a que l'argent qui a le pouvoir d'attirer les meilleurs joueurs. Ce sont des professionnels. On a voulu professionnaliser le tennis. Il est devenu ce qu'il est. Il reste heureusement quelques joueurs qui seraient prêts à venir jouer gratuitement les rencontres de Coupe Davis parce que ça leur tient à cœur. Jouer pour leur pays, défendre leur couleur. Mais les autres sont des joueurs professionnels. Donc
Oui, voilà, si on propose de l'argent, je pense qu'ils viendront. Quand ils nous disent que la saison est trop longue, que la finale de Coupe Davis se passe beaucoup trop tard, qu'on n'a pas le temps de récupérer, et que 2 semaines après, ils sont prêts à aller faire des exhibitions grassement payées dans des conditions climatiques parfois extrêmes, voilà, je pense qu'on peut tirer les conclusions assez facilement. Et est-ce qu'il faut vraiment que les meilleurs soient là pour que la compétition fonctionne? On a vu ici par exemple le match à Francfort entre l'Allemagne et la Belgique, sans David Goffin, ça a quand même été un succès. Effectivement, c'est surtout pour les équipes qui, comme la Belgique maintenant, heureusement, sont assez denses en joueurs du top ou du subtop. Ça pose pas trop de problèmes que un, voire éventuellement 2 joueurs ne jouent pas. Maintenant, c'est beaucoup plus problématique pour des pays comme le Japon où si Nishikori ne joue pas, ils sont quasiment voués à l'échec dès le départ. Les salles se remplissent grâce aux têtes d'affiche locales. Hein. Oui, l'absence de tout à Goffin fait. aurait été plus préjudiciable si En le match Belgique, se jouait en oui, Belgique. oui, oui. Maintenant, pour l'intensité des matchs qu'on voit en Coupe Davis, moi j'ai pris autant de plaisir. Je me souviens à l'époque, la Belgique c'était exceptionnel quand c'était un groupe mondial. Mais Christophe Van Gers qui bat Jeng Schalken en 5-7 à couteau tiré, alors que c'était finalement un match entre le 150e et le 60e mondial, donc niveau purement tennistique, c'était peut-être pas aussi élevé que ce qu'on voit maintenant, mais l'intensité y était, les émotions y étaient, on voyait des joueurs prêts à se battre jusqu'au bout. C'est pas ça qui a empêché que le public vienne. Non, c'est clair. Et Christophe, on se souvient, il en a fait plusieurs des matchs comme ça, des matchs qui sont restés vraiment des matchs d'anthologie en Coupe Davis pour la Belgique. Même s'il n'a jamais été top 100 mondial, je pense, ou à peine. Il n'est pas rentré dans le top 100, il était à la limite. Mais donc il reste quand même dans l'histoire du sport belge grâce à ces matchs, Ouais, ces 3-4 matchs d'anthologie qu'il a sortis en Coupe Davis. Et donc les têtes d'affiche, elles sont là vraiment pour vendre le produit à la télévision. Est-ce qu'on peut vraiment prendre le risque de dénaturer la Coupe Davis pour la télévision? Pour moi, la réponse est clairement non. Je ne dis pas que le tennis ne doit pas pouvoir évoluer aussi dans ses règles, on ne doit pas garder des règles qui viennent bancales, ce qui n'est pas le cas à mon avis pour l'instant, mais on doit garder l'esprit de la compétition. On a vu tout ce qu'elle a apporté au tennis tel qu'il est maintenant, et changer ces règles, changer cet esprit, pour moi c'est vouer la compétition à une mort certaine. Ce qui manque, à mon avis, pour l'instant, c'est vraiment, peut-être dans la jeune génération qui arrive, c'est un joueur de Coupe Davis parmi les meilleurs. On se souvient par exemple que McEnroe, par exemple, a porté la Coupe Davis à bout de bras pendant les années 70 et début 80. Oui. C'était vraiment le numéro 1 mondial à l'époque, fin 70, début 80, et il était présent à chaque match. S'il y a un dans la jeune génération, les fameux ATP Next Gen, oui. S'il y en a un parmi eux qui est vraiment accro à la Coupe Davis, ça pourrait relancer l'intérêt pour cette compétition. Voilà, ça conclut un petit peu ce débat et ce qu'on voulait dire sur la problématique de la Coupe Davis. La prochaine vidéo, c'est la semaine prochaine. Oui. Avec la composition des équipes justement, la Coupe Davis, justement. Ça reprend ses droits et un match très important face à l'Italie. Johan Van Erck devrait donner normalement sa composition mercredi, si je ne me trompe pas. Mais dans le courant de la semaine, la fin de la semaine, on fera une petite vidéo pour présenter ça. Oui. Et j'invite nos fidèles à continuer le débat sur notre page Facebook ou même via Twitter, mais c'est plus facile sur Facebook, je pense. Sur Facebook, en dessous de la vidéo, comme vous voulez. Tout ce qui vous passe par la tête sur le sujet, eh bien, allez-y, c'est vraiment un débat très intéressant, je pense. Donc voilà. Salut! Au revoir!